Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire Déployer et valoriser nos politiques de rémunération variable à l'international, un enjeu de communication RH qui sera animé par Agnès Dréan-Lepage, directrice rémunération globale, Jérôme Soussan, responsable pôle communication stratégie RH et Audrey Nico, responsable équipe communication CNB. Nous vous rappelons que vos micros sont coupés et que vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation par chat à l'intention de l'organisateur. Agnès, Jérôme et Audrey y répondront à la fin de la session. Agnès, Jérôme, Audrey, nous allons pouvoir commencer. Merci Karine. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais démarrer directement par la présentation de l'agenda. On est ravis de vous accueillir ce matin pour notre webinaire sur le déploiement et la valorisation de la politique de rémunération variable à l'international. Lors de ce webinaire, on a prévu de vous partager notre expérience et nos retours clients en 4 parties. Je vous présenterai dans un premier temps nos réflexions sur la partie du design d'un système de rémunération variable à l'international. Jérôme prendra ensuite la parole sur la partie communication, puisqu'on verra que le succès du déploiement réside pas mal dans le soin qui est donné à la communication de cette politique. En troisième partie, Audrey déclinera le volet individuel de la communication tel qu'il est vécu dans le cadre des projets de BSI, BSI pour bilan sociaux individualisés chez nos clients à l'international. Et puis, bien sûr, on laissera du temps en fin de session pour pouvoir prendre vos questions et afin d'y répondre. Alors, quelles sont les préoccupations des RH, de nos clients RH et CNB dans la construction de leur plan de rémunération variable? Alors, évidemment, à l'échelle internationale, c'est surtout la recherche d'avoir des plans qui soient cohérents à l'international et à l'échelle globale, ce qui fait qu'on va rarement confier à chaque pays la définition de son propre plan de rémunération variable. Or, on sous-estime souvent l'impact de l'international sur la construction et sur la mise en œuvre d'une politique de rémunération variable. Alors, de quoi on parle? Il existe finalement une grande diversité des systèmes de rémunération variable. Alors, principalement pour les cadres. Aujourd'hui, notre réflexion va porter principalement sur les sujets autour du bonus de type short-term incentive ou STI, par opposition au long terme, même s'il y a beaucoup d'aspects, vous allez voir, qui sont liées aux composantes ou aux critères qui pourraient s'appliquer aux variables de type long terme, au LTI et même, dans certains cas, aux variables de type collectif, de type intéressement ou profit sharing, parce que ce n'est pas forcément réservé qu'à la France. Alors, dans le contexte également, il faudra qu'on puisse s'interroger sur la culture d'entreprise dans laquelle on cherche à mettre ce système de rémunération variable. On a, par exemple, vécu dans des expériences d'entreprise des contextes notamment de structures multinationales, anglo-saxonnes, high-tech, dans laquelle la part variable est assez généralisée. Les entreprises plutôt françaises auraient moins finalement de culture du variable. Et puis également pour tout ce qui est d'organisation matricielle, avec finalement des managers qui sont amenés à encadrer des collaborateurs dans plusieurs pays à l'international. Donc ça nécessite une certaine harmonisation des systèmes à l'international. Et puis, dans la partie culturelle,
On a aussi constaté dans les plus jeunes structures de type start-up des montées en puissance de bonus d'équipe ou de bonus collectifs, mais finalement pas que dans les structures start-up, même dans des grosses entreprises industrielles, on a une grande montée du collectif. Et puis, évidemment, ce qui va nous intéresser dans la réflexion que vous pouvez avoir dans le déploiement d'un système de rémunération variable à l'international, c'est quel est votre périmètre de projet? Quelles sont les populations couvertes? Est-ce qu'on parle des vendeurs, des fonctions support? Si par exemple, on s'arrête à la question des sales, comment est-ce qu'on définit un vendeur à l'international? Parfois, ça peut être assez compliqué finalement de se dire quels sont mes éligibles d'un pays à un autre. Donc, ce sont des préoccupations importantes également. Et évidemment, les pays couverts, on y reviendra, il y a des particularités locales qui sont particulièrement importantes. Donc, dans tous les cas, évidemment, il y a une préoccupation globale sur quelle est la finalité et quels sont les objectifs de mon système de rémunération variable. Alors, dans ces finalités, c'est la réponse à la question pourquoi on met en place un système de rémunération variable à l'international. Alors, on a opposé deux situations un peu différentes. Votre réalité, elle peut se situer un petit peu entre les deux. La partie de gauche, c'est l'effet page blanche. Globalement, je démarre de zéro. Aucun système de rémunération variable n'est en place dans l'entreprise. Donc là, ça arrive. C'est une chance pour finalement essayer de déployer un système relativement cohérent. Le maître mot, ça va évidemment être une approche financière. Quelle est mon enveloppe disponible? Qu'est-ce que je peux mettre en place? À quel niveau pour que ce soit suffisamment pertinent et je dirais vraisemblable ou en tout cas à un niveau suffisant pour les salariés. Puis à l'opposé, vous avez ce qu'on a appelé l'effet patchwork. Donc là, moi je l'ai vécu dans des entreprises à forte croissance externe où il y avait autant de plans que de pays, voire d'entités juridiques au sein d'un même pays, en Allemagne notamment, on pouvait voir coexister un système de commissionnement pour les vendeurs avec un bonus pool et avec des systèmes de bonus individuels parce qu'il y avait plusieurs entités juridiques. Donc, dans ce contexte-là, on est sur des projets où il va y avoir effectivement une méthodologie en termes de cartographie et d'état des lieux qui va être particulièrement importante pour essayer de trouver finalement du lien et évidemment, tout ça dans une approche où il faudra définir les acteurs clés, mes key stakeholders, si je puis les appeler comme ça, en tout cas, quels vont être mes sponsors du projet pour essayer finalement de faire converger mes différents types de plans. Et tout ça dans une approche qui soit pragmatique et faisable avec des allers-retours fréquents entre le siège ou l'équipe projet centrale et les différentes équipes locales pour s'assurer que les règles mises en œuvre vont être finalement possibles à implémenter. Alors, si on regarde les composantes, il faut savoir que globalement, un système de rémunération variable peut être assez harmonisé à l'échelle d'un groupe. On a même emprunté la terminologie de dispositif socle à nos collègues des bénéfices internationaux. Il y a aussi un clin d'œil, vous allez le voir, à la RSE. Alors, dans ces composantes, on va d'abord se poser la question sur le quoi. Que paye-t-on, que rémunère-t-on en rémunération variable? Donc, il y a souvent des critères, une mesure de la performance qui se fait en alignement avec la stratégie de l'entreprise et des objectifs, critères, mesures de résultats également qui vont être communs à l'échelle internationale. Bon, on se pose aussi la question du qui, l'éligibilité, à qui est-ce qu'on va attribuer une rémunération variable. Ce sujet-là, en orange foncé, vous voyez, fait partie des composantes qui sont assez facilement harmonisables et communes à l'international. Même chose pour le
la partie de la mesure des résultats et la fixation des objectifs, généralement, on est plutôt sur un système d'évaluation de la performance qui peut être assez harmonisé. Et puis, quand on regarde le combien et le comment, donc c'est les deux cercles qui sont à l'extrémité en orange clair, le niveau de rémunération variable, il va plutôt dépendre des pratiques locales. Vous allez le voir, on ne va pas attribuer un même niveau de rémunération variable à un Américain ou un salarié en Inde, ça va de soi. Même chose sur les systèmes de calcul, les fréquences de paiement. Il y a des particularités à prendre en compte à l'international. Donc, la finalité de cette approche un petit peu centralisée pour les aspects plutôt composantes socle, c'est effectivement de mettre du lien et de donner du sens. Tout ça de façon à avoir une certaine lisibilité du système de rémunération variable à l'international. Le dernier point, c'est toute la partie terminologie, parce que effectivement, et on le voit quand on effectue des cartographies de systèmes de rémunération variable, suivant parfois les entités juridiques, on va parler de bonus, on va parler de commission, on va parler de rémunération variable. Ici, c'est important de pouvoir, si possible en anglais, utiliser un vocabulaire qui soit commun, quels que soient les pays. Alors maintenant, si on passe sur la partie des particularités locales. Une fois que la base a été posée, notre socle commun, que les critères et que la terminologie ont bien été définis, on va pouvoir diverger et s'adapter au contexte local. Donc, il convient évidemment d'analyser toutes les particularités pays, qu'elles soient réglementaires ou qu'elles soient liées à des pratiques d'entreprise. La première, c'est ce qu'on a appelé le PMix. C'est le ratio entre la rémunération fixe et la rémunération variable. C'est aussi la notion de rémunération variable en niveau. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément attribuer un 10 000 euros ou un 10 000 dollars de rémunération variable cible pour une population de direction ou de management dans tous les pays du monde. Alors, encore faut-il, à ce stade, avoir la possibilité d'accéder à des enquêtes de salaire ou à des sources de benchmark salarial qui soient communes pour tous les pays, de façon à construire ce genre de graphe tel qu'on l'a reproduit ici. Ici, on est sur des populations de vendeurs dans le secteur de l'agroalimentaire avec des pratiques par pays qui vont être différentes, c'est-à-dire que comme vous le voyez, aux US ou en Angleterre, on va avoir des systèmes de rémunération variable qui sont relativement agressifs avec une part de rémunération variable à objectif atteint qui peut être plus importante encore que le système de rémunération fixe. Le deuxième point, c'est l'équilibre entre la performance globale et les objectifs locaux. La performance globale, finalement, ça peut être souvent du revenu à un niveau global ou un objectif de taux de rentabilité. Est-ce que ça a du sens pour tout le monde en global et comment est-ce qu'on équilibre avec les éventuels chiffres ou les objectifs qui sont générés par région? Et puis en dessous, on a la question de l'adaptation des mécanismes. Alors, ce qu'on appelle le plancher, le plafond, la fréquence de paiement. Ici, on peut avoir des contraintes réglementaires. C'est le cas notamment en Chine, mais vous pouvez l'avoir également en Irak, où les fréquences de paiement sont souvent uniquement une fois l'an pour des questions d'optimisation fiscale et sociale. Et même pour des commerciaux, là où dans tous les pays du monde, on va verser la commission mensuellement ou trimestriellement, dans ces pays, pour des raisons d'optimisation fiscale, on ne versera qu'une fois par an. Et puis, en dessous, vous avez la question de l'équilibre entre le collectif et l'individuel. Ici, vous avez un certain nombre de pratiques
culturel pays. J'ai en tête notamment l'exemple des pays nordiques où les objectifs, même dans certaines entreprises pour les commerciaux, sont souvent communs et collectifs à l'ensemble de la population. Après, la pratique n'est pas uniquement pays, elle peut être propre à l'historique de l'entreprise. J'ai notamment en tête l'exemple d'un client en Allemagne pour qui l'ensemble des objectifs, y compris des commerciaux, étaient basés sur une définition collective. Alors, on a questionné, relevé un certain nombre de verbatims de la part de nos clients à l'international dans la mise en œuvre des systèmes de rémunération variable. Alors, si on démarre par le Middle East et Dubaï, l'exemple de notre cliente était de dire que l'attribution des bonus dans les boîtes locales, notamment Emirati, peut être extrêmement discrétionnaire. Elle m'a même dit, voire selon l'humeur du boss, sur qui va pouvoir toucher un bonus. Alors la Chine, on en a parlé, mais c'est une expérience personnelle. Il y a pas mal de choses qu'on peut découvrir sur les pratiques de variables au fur et à mesure en Chine, notamment liées au bonus du Chinese New Year. Mais effectivement, la question de la fréquence annuelle est une particularité de la Chine. Alors en Afrique, finalement, il y a deux réalités. Il y a celle des grands groupes pour lesquels la pratique de rémunération variable est assez harmonisée sur des standards internationaux. Et puis, il y a le reflet de la pratique moyenne de l'Afrique, y compris pour les boîtes locales. Comme on est le 1er avril, initialement, je voulais vous faire une blague sur un nouveau virus. Et puis, on m'a fait comprendre que compte tenu du contexte, il valait mieux éviter, que c'était de mauvais goût. Non, je voulais vous parler finalement du virus, des rétro-commissions dans le secteur commercial en Afrique, notamment dans les cas d'attribution de marchés publics. Effectivement, il faut pouvoir tenir compte de ces pratiques et de la complexité pour structurer une pratique de bonus quand le secteur informel représente 80% de l'économie. Jusqu'où ça fait sens finalement d'imposer des règles de ce type-là en Afrique. Alors, l'exemple des États-Unis, on sait que les USA formalisent beaucoup leur système, notamment de Sales Incentive Plan. Cette anecdote, elle vient finalement d'un témoignage avec un changement de règles qu'on a vécu récemment en faisant un benchmark sur le Sales Incentive Plan l'année dernière. Il y a des entreprises pour lesquelles les modalités changent d'une année sur l'autre. Là, on était dans un exemple où les commerciaux étaient une année incentivés sur la prise de commande. Et puis, comme on se rendait compte qu'ils négligeaient en fait la facturation et la livraison, l'année suivante, on changeait et puis on les mettait plutôt en commissionnement sur le chiffre d'affaires facturé. Donc, il y avait un effet yo-yo qui est parfois difficile à tenir dans la durée. Et alors, le dernier exemple, c'est la France, mais pas qu'en France d'ailleurs, d'un client qui nous disait on, est, on a des RH qui souffrent d'un excès de juridisme parce ils en mettent des tartines finalement dans les contrats de travail sous prétexte de se protéger du risque de tout verrouiller, alors qu'au mieux, il est préférable d'indiquer une clause de rémunération variable avec un taux cible, un ratio éventuellement fixe variable et c'est tout. Le reste devant être renvoyé au règlement ou à un document annexe.
Alors, comment on fait vivre le plan de rémunération variable? Évidemment, on l'a dit, hein, en contre-exemple de notre client aux États-Unis, d'essayer de chercher une certaine stabilité dans le temps pour que ce soit le plus simple, le plus lisible pour les collaborateurs qui sont concernés. Évidemment, d'avoir des règles de gouvernance. Qu'est-ce qui définit les règles? À quelle fréquence? Alors, on peut citer l'exemple du contexte actuel, enfin, notamment du contexte du bouleversement économique tel qu'on l'a vécu en 2020. Le Covid a obligé un certain nombre d'entreprises, de nos clients, à opérer des révisions d'objectifs, ce qui n'était pas prévu finalement dans un certain nombre de règles de gouvernance sur ces plans. Alors, le deuxième point, le deuxième maître mot, c'est l'évaluation de la performance. Alors, effectivement, la performance, on peut aussi la considérer sur le retour d'investissement. Comment est-ce que notre plan a fonctionné? Est-ce qu'on a établi un certain nombre d'indicateurs pour voir s'il était efficace? Bon, on a toute la question autour de l'équilibre entre le local et le global. Est-ce que finalement nos objectifs globaux permettent finalement une bonne performance en local également? Et puis, le troisième point, c'est le maintien du lien avec les autres processus RH. Alors, il va de soi que on parle notamment d'évaluation de la performance individuelle et collective, mais on a aussi l'émergence très forte des processus liés à la RSE. De plus en plus, les critères de rémunération variable intègrent la composante RSE. Donc, c'est particulièrement important. Donc, en conclusion, je vous dirais que l'harmonisation des systèmes de variables à l'international, c'est déjà une bonne façon de valoriser le soin donné à la communication est particulièrement important dans le déploiement. Jérôme, c'est à toi. Merci, merci Agnès. Donc effectivement, pour prendre la suite d'Agnès, dans un tel, déploiement, que ça soit un déploiement ou une évolution du système, c'est vrai que, l'enjeu de communication est assez fort, pour 2 raisons. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On a 2 enjeux en fait dans une communication comme ça, c'est qu'on a d'une part la compréhension, assurer la compréhension du système et d'autre part l'adhésion aussi du système. Donc, en termes de compréhension, évidemment, on va s'appliquer à bien expliquer le dispositif de rémunération variable, à avoir une approche pédagogique pour tout ce qui va être, des éléments techniques, en fait, de rémunération. On va aussi adapter la pédagogie aux spécificités de rémunération de soit des différents pays, soit des différentes populations. Et puis, un élément important, c'est que évidemment, plus on sera concret, plus ça sera parlant. Le deuxième enjeu, c'est donc l'adhésion et dans l'adhésion, on peut avoir 2 parties. Une partie qui est va être de donner du sens, en fait. Là où, la pédagogie, on répond à comment ça se met en place, ici, on va dire pourquoi, en fait. C'est la question pourquoi et ça va être assez important de mettre en perspective, en fait, ce système avec soit la culture d'entreprise, soit les enjeux futurs, l'ambition de l'entreprise. Mettre en perspective aussi, les performances attendues et les niveaux de rémunération variable et tout ça, quand on est dans un contexte de dimension internationale, on va aussi s'assurer qu'on assure un même niveau d'information pour tout le monde. Donc pourquoi? Tout simplement parce que si on s'applique à faire un système de rémunération variable qui se veut le plus harmonieux possible, il va aussi falloir que la communication soit le parallèle de ça, c'est-à-dire qu'elle soit harmonieuse et qu'elle soit identique pour tout le monde, apporter de la cohérence dans les messages et faire en sorte de montrer que le groupe est un tout en fait, et que ce ne sont pas des pays indépendants qui font chacun leur rémunération variable. Donc de façon concrète, je vais aller assez vite,
de façon concrète, comment on met en place une stratégie de communication dans ce périmètre-là. Donc, comme je l'ai déjà dit, en fait, il y a un parallèle assez proche finalement entre le schéma du dispositif et la stratégie de communication. Là où les questions orientent un peu la façon dont on va créer le dispositif, ou Agnès, quand on va créer le dispositif, on va avoir quasiment les mêmes questions, mais nous, pour créer la stratégie de communication. Et il va y avoir un parallèle assez fort. Donc, on va s'appliquer à regarder la complexité du dispositif, les critères, la clarté entre le rapport des objectifs et des primes, évidemment, le rapport aussi entre les structures, les éléments communs et les éléments qui peuvent être plus locaux, et puis évidemment le lien entre le projet d'entreprise, j'ai dit le schéma de la rémunération variable. Tout ça va nous permettre de structurer les messages, de voir quel niveau de pédagogie, jusqu'à quel niveau on doit aller, et aussi jusqu'à quel niveau de personnalisation par pays, par région, on doit avoir. Parallèlement à ça, on a la vue de la communication, c'est-à-dire quelle est la culture de communication dans le groupe, quelles sont les habitudes, quels sont les supports privilégiés habituellement. Donc l'idée, c'est évidemment de s'appuyer sur l'existant, même si on pourrait être amené à créer d'autres choses. Quelle est la façon, en termes de tonalité. On va avoir le périmètre, évidemment, le nombre de pays, le nombre de langues, les différentes cibles. Donc tout ça va faire que ça va organiser la structure de la communication et la stratégie. Comment on va arriver à toucher tout le monde, comment on va arriver à déployer tous les messages au même moment ou pas, on verra un peu plus tard. Mais voilà, comment on va assurer que la stratégie fonctionne bien dans un périmètre international. Et puis, si possible, dans quelle mesure on peut s'appuyer sur des relais locaux, ça va être assez important, que ce soit des RH ou des managers. Donc ça, c'est le dispositif de com avec le déploiement, les supports, la structure des messages et le tout, évidemment, fait la stratégie de communication. Donc on voit qu'en termes de dispositif, c'est assez cadré. Maintenant, il peut y avoir des éléments clés qui peuvent assurer un peu plus de succès à cette communication. Donc c'est ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Donc on en a énuméré quelques-uns, voilà, histoire d'être un peu plus clair, un peu plus concret dans notre webinaire. Donc un premier facteur clé de succès, c'est aussi de traiter la communication avec une approche marketée des contenus et une approche graphique. Pourquoi? En fait, on peut tout à fait faire un événement de cette communication, marquer cette communication par un univers propre, voire même un nom, c'est tout à fait possible. Tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà, parce que quand on donne un concept, une accroche à ce type de communication, c'est déjà lui donner du sens. On oriente déjà le sens qu'on veut donner. Dans l'exemple ci-joint, My bonus is connected to our performance, on voit qu'on joue sur le parallèle entre l'individuel et le collectif. Donc, on sent qu'on va pousser aussi la performance collective comme un élément important. Ça permet aussi d'installer la communication soit dans le temps et au milieu, on va dire, de toutes les autres communications qui peuvent exister dans le groupe. Donc ça permet de lui donner une identité propre qui est reconnaissable et on sait que ce déploiement peut se faire sur un temps assez long. En fait, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça va être important d'avoir cet élément de reconnaissance pour aider la communication à apporter les bons messages. Une attention aussi particulière quand on est sur un périmètre international et qu'on veut travailler sur des choses, sur une image de communication, c'est qu'on va faire attention aussi aux différentes cultures des pays, évidemment. Donc ça, je le dis, c'est valable pour tous les sujets, pas que pour la rémunération variable, mais je répète aussi, évidemment, on fait attention aux cultures. Ce qui marche pour telle région ne marche pas forcément pour l'autre. Donc il va y avoir un vrai travail attentif sur les messages et sur la représentation de cette communication. Et puis rien n'empêche de toute façon de tester localement la communication pour voir si la compréhension est la bonne. Autre facteur clé de succès, non, c'était la page d'avant. Juste si on peut revenir, voilà. Autre facteur clé de succès, là aussi, ce n'est pas forcément spécifique à la rémunération variable, mais évidemment, quand on traite sur des sujets qui sont assez techniques, on va essayer de travailler fortement la mise en page des contenus, à la fois en donnant un maximum d'éléments graphiques, parce que
d'une part, ça rend le document plus attractif, facile à lire, mais en plus, on sait qu'en s'appuyant sur de l'illustration et du schéma, ça aide beaucoup plus à la compréhension d'éléments techniques. Et puis, on va aussi travailler le rédactionnel avec une approche un peu plus marketée, aussi pour faciliter la compréhension et l'attractivité du support. Et bien entendu, il arrive très régulièrement qu'on travaille en parallèle, l'équipe communication et puis l'équipe rémunération et talent, ici représentée par Agnès, heu, pour s'assurer que, quand on travaille les messages, on ne fasse pas d'impair et qu'on reste bien sur la justesse de ce qu'on veut dire. Donc il y a un contrôle, systématique, on a l'habitude de travailler ensemble, en parallèle là-dessus. Pour la suite, autre élément important, c'est évidemment de s'appuyer sur un support de référence. Alors ça, c'est une préconisation. Les formats peuvent être assez différents, hein, ça peut être des brochures, ça peut être du PDF interactif, ça peut être juste un FAQ. Mais et pour nous, il est assez important, c'est ce qu'on préconise, d'avoir un document de référence sur lequel on va raconter toute l'histoire en fait. À la fois le pourquoi on change et comment ou pourquoi on met en place et comment on le fait. Ça permet d'avoir un centre de communication où on a toute l'info, de mieux comprendre le dispositif dans son ensemble et puis, ça évite en fait, d'avoir une stratégie ce qu'on appelle de saupoudrage d'informations à travers plusieurs supports synthétiques, sans qu'il y ait cet outil de référence. Donc ça pour nous, c'est quand même un élément fort et qui va être la base de travail en fait de notre communication. Ensuite, autre élément toujours dans ce qui un un point important qui peut être, représenté soit dans la brochure, dans les dispositifs, c'est que de la même façon que le schéma du dispositif de rémunération, va avoir une structure commune, il faut qu'on le représente dans cette communication. Il faut qu'on voie, même si parallèlement à ça, d'un pays à l'autre, il peut y avoir des petites différences. Notamment, là, vous pouvez voir que, on a une même communication, mais selon les pays, le pourcentage de REM variable est différent d'un pays à l'autre. Mais néanmoins, comme je le disais, on a un même niveau d'information, on montre qu'il y a une cohérence d'un pays à l'autre. Tout ça, va dans une même voie de communication avec un même message. Et puis, juste après, voilà, pour finir, pas pour finir, mais pour finir sur la partie, pédagogie, heu, comme je disais, finalement, la meilleure façon aux collaborateurs de se projeter sur ce que va donner cette rémunération variable, bah, c'est de me donner des exemples. Et là, il ne faut pas hésiter, en fait, à donner des exemples. On essaie de le faire, systématiquement. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de s'engager, en fait. Il n'y a pas d'engagement d'entreprise quand on donne un exemple. Faut vraiment montrer que le rapport soit être assez transparent sur les calculs, mais ou si c'est possible, si c'est pas trop complexe, mais montrer quand même qu'il y a un rapport entre le niveau de performance attendu et le niveau de bonus et en fait, que ça soit par l'intermédiaire d'un exemple ou même on peut même travailler des simulateurs. Ça peut arriver, ça nous est arrivé de travailler des simulateurs. On rentre, différents pourcentages d'objectifs atteints et puis ça calcule la prime, heu, qui serait attendue. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de résumer, en fait, tout ce qu'on pourra expliquer avant et de se projeter sur sa rémunération variable. Autre facteur clé, là, on est plus sur le déploiement. On va travailler exactement aussi sur un support de présentation. Alors pour nous, finalement, il y a rien de plus efficace, en fait, que de renforcer les messages et de la pédagogie par une présentation en direct aux équipes. Quand c'est possible, évidemment, c'est pas toujours possible, mais si c'est possible, il faut vraiment pas hésiter, d'impliquer les RH ou les managers, de les outiller. Donc c'est là où le support de présentation va être très important et de les aider à, commenter et à présenter directement aux équipes pour être sûr que l'information passe bien, pour être sûr que, les messages sont bien compris. Ça va nous permettre de voir si justement la pédagogie est la bonne, voir si l'adhésion, bah, est correcte et puis, ça peut être accompagné d'un élément de questions-réponses, soit à destination de tous les salariés, soit à destination uniquement des RH et des managers pour aider à répondre aux éventuelles questions. Et dans ce cadre-là, on peut tout à fait aussi, demander du feedback en fait, à chaque équipe geek, à chaque pays, voir le feedback et voir le ressenti. Si on sent des grandes différences
et à ce moment-là, de pouvoir réinciter sur certains messages ou certains contenus. Mais il ne faut pas hésiter, surtout dans un déploiement international, à aller jusqu'au niveau local pour déployer et donner l'information le plus directe possible. Et pour finir, évidemment, toujours dans cette idée de créer l'événement, on peut aussi tout imaginer tout un dispositif de com, soit pour amener les messages, petit à petit, soit pour insister sur certains messages. Alors on va utiliser tous les dispositifs à notre portée, ça peut être de l'emailing, ça peut être de l'animation vidéo, qui va être un fort enjeu, pédagogique, ça aide beaucoup l'animation vidéo sur des éléments techniques. Ça peut être de l'affichage, voilà. Il n'y a pas de limite, hein, on peut explorer toutes les voies. Ça va permettre de faire vivre la communication, ça va permettre de faire vivre le projet, à différents moments, avec différentes approches, et puis, comme je dis, ça va permettre aussi d'insister, quelquefois sur certains messages ou certains contenus. Juste pour finir, quelques bonnes pratiques, qu'on a pu recenser, auprès de nos clients, heu, dans des cas similaires, surtout en termes de déploiement. Heu, le premier, ça va être la traduction. Quand on va être sur de nombreux pays, alors il y a beaucoup d'entreprises qui ont une habitude de communication, soit anglais, soit français-anglais quand c'est une entreprise, française d'origine. Heu, néanmoins, pour nous, il est important et on l'a vérifié que dans le cadre d'une communication sur la rémunération, et qu'en plus c'est la rémunération variable, c'est quand même important d'essayer de traduire dans la langue locale. Pourquoi? Parce que finalement la rémunération, c'est quelque chose de très personnel. Ça va toucher quelque chose de très personnel, la rémunération. Ça peut être très technique, je l'ai déjà dit, en termes d'explication et vaut mieux faire l'effort de faire une traduction locale pour être sûr qu'il y ait pas de confusion, pas une mauvaise compréhension technique. Voilà, ça fait partie des choses qu'on va préconiser et qui vont permettre un bon déploiement et une bonne adhésion, surtout. Ça va aussi permettre une bonne adhésion, au système. On peut aussi, travailler sur des pays pilotes. Là, ça va être dans le cas où on va avoir quand même beaucoup de pays. On peut, s'assurer et faire un déploiement en plusieurs étapes et s'appuyer sur un, 2 ou 3 pays pilotes pour voir si tout se passe correctement, si tout, s'enchaîne tel qu'on l'avait prévu et puis, dans un deuxième temps, de déployer à l'ensemble. Le sponsor, c'est aussi quelque chose qui fonctionne assez bien, heu, dans le cadre, dans les 2 cas, que ça soit un lancement d'un dispositif de rémunération variable ou une évolution. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer soit sur la direction générale, soit sur la DRH, pour lancer le projet. Ils doivent prendre la parole, ils doivent porter le projet pour assurer, l'adhésion aussi, embarquer tout le monde dans le projet. Ça peut prendre la forme, là aussi, d'un édito vidéo diffusé à tout le monde, ça peut toute forme de communication, mais c'est bien que la 1re communication se fasse par un sponsor pour lancer ça et pour en vraiment centrer et capter l'attention de tous. Sur les relais locaux, on en a parlé, ça aide énormément aussi pour la bonne diffusion de la communication et la remontée de feedback, quand c'est nécessaire. Et là encore, plus il y a de pays, plus c'est important de s'appuyer sur des relais locaux et de les informer en amont. De la même manière, on a mis un petit peu à part les managers. Les managers, si on s'appuie sur eux, c'est bien aussi, c'est même indispensable qu'ils soient, outillés, mais aussi informés en avant-première. Les managers, c'est aussi important parce qu'ils sont non seulement ils peuvent être relais de la communication, mais ils peuvent être totalement impliqués et concernés en fait par le dispositif. Donc il y a une communication très spécifique à pas négliger, à bien préparer, auprès des managers qui vont être sponsors quelque part localement. Ils vont être sponsors aussi du système et ils vont être à même d'expliquer et d'accompagner cette communication. Donc là, ce qu'on vous a présenté de façon très globale et assez rapidement, c'est un dispositif de com qu'on va faire, sur l'ensemble des salariés, dans le monde, dans un périmètre international avec, l'idée d'harmoniser une communication, d'avoir un même niveau d'information pour tous. Évidemment, ce qu'on peut aussi tout à fait, travailler sur une communication un peu plus individualisée, notamment grâce au BSI. Et là, je laisse la parole à Audrey qui va pouvoir vous en parler.
Merci Jérôme. Bonjour à tous. Alors effectivement, quand on souhaite faire de la pédagogie autour de la rémunération, la communication peut avoir un impact plus fort si elle est individualisée. J'encadre une équipe de consultants et ensemble, on accompagne les entreprises dans le développement de cette communication individualisée sur les sujets de rémunération et des avantages. Pour cela, donc comme l'a dit Jérôme et comme l'a dit plutôt Agnès, il existe un outil qui est vraiment notre support de référence, qui est donc le bilan social individualisé, ou BSI, pour ceux qui connaissent déjà le sujet. Alors en quelques mots, rapidement, qu'est-ce que le BSI? Donc c'est un document totalement personnalisé qui présente de manière pédagogique à chaque collaborateur l'ensemble des éléments qui composent son package de rémunération de l'année passée. Dedans, les textes et les graphiques du document varient pour fournir vraiment à chacun une information qui est appropriée en fonction de sa situation, de son statut et puis des avantages qu'il a perçus. Par exemple, on a mis ici donc 2 situations de collaborateurs. L'un à gauche qui aurait bénéficié de l'ensemble des primes variables mises en place par l'entreprise et puis un autre collaborateur, peut-être arrivé en cours d'année, pour qui finalement on va préférer apporter de la pédagogie sur son dispositif plutôt que de laisser un grand vide, un grand blanc dans cette page. C'est vraiment pas l'idée du BSI. L'idée, c'est de pouvoir vraiment créer un document qui va quand même renforcer la pédagogie, même pour des personnes qui n'auraient pas bénéficié de tous les dispositifs en place dans l'entreprise. Au-delà de la rémunération, le BSI vise également à clarifier des avantages qui auraient été mis en place par les ressources humaines et souvent qui sont non perçus comme des éléments de rétribution par le salarié. Par exemple, on va prendre la protection sociale, on y reviendra dans un exemple tout à l'heure, mais ça fait partie voilà, des éléments qui ne sont pas vraiment compris par le collaborateur comme un élément de rémunération. Alors, d'abord, penser au niveau de l'entreprise, le BSI il est désormais mis en place d'un point de vue groupe et vraiment déployé au sein des filiales, incluant aussi l'international. Dans ce cas-là, on ne va pas le nommer BSI, on va le nommer TRS pour Total Reward Statement. Il peut prendre d'autres noms, mais c'est vraiment le nom qu'on retrouve le plus souvent. Et il devient ainsi l'outil de communication RH harmonisé pour tout le groupe, expliquant donc les packages de rémunération des collaborateurs, mais tout en incluant les spécificités des populations et des pays. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, depuis quelques années, on voit cette tendance vraiment se dégager, inclure donc les pays. On a ainsi pu déployer les BSI sur tous les continents l'année passée. Alors, plutôt sous une forme dématérialisée, puisque ça facilite quand même la diffusion du document. On va pouvoir le déployer soit sous forme d'un PDF qu'on va venir héberger sur une plateforme dédiée ou pourquoi pas dans un coffre-fort électronique si ça existe dans le groupe. Ou alors, on va pouvoir créer un BSI sous forme de site web et donc le déployer pour l'ensemble des pays. Donc principalement, ces documents, si on peut revenir juste un petit peu à la slide d'avant, 2 petites secondes. Principalement, ces documents, voilà, ils sont en anglais, mais on va de plus en plus pouvoir aussi les mettre dans la langue du pays. On va même pour des sites web mettre en place des modules qui permettent de switcher finalement entre l'anglais et la langue locale, puisque parfois on a des populations d'expatriés qui n'ont pas forcément encore totalement toute la langue locale dans le pays. Alors attention au choix du pays et à l'engagement de ces pays. C'est vrai que pour le projet, pour mettre en place un BSI avec plusieurs pays, c'est vraiment un point clé de succès, c'est l'engagement des pays. Il faut qu'ils soient volontaires, qu'ils soient vraiment intégrés dans le projet. Certains pays vont pouvoir s'étonner, vont remettre une communication qui retrace la rémunération de l'année passée et non pas de l'année en cours. Nous, l'idée, c'est vraiment de redonner finalement à ces pays l'objectif d'une telle communication. C'est vraiment la volonté du groupe de délivrer pour tous dans le monde entier le même degré d'information sur ce sujet de rémunération. Et pour ça, il faut quand même qu'on ait un package qui soit assez cohérent, donc qui reflète une année passée. Pour répondre aux attentes des pays, on va quand même pouvoir mettre en place des encarts sur les salaires et bonus cibles de l'année en cours. Ça va permettre quand même de faire le lien avec l'année en cours, puisqu'en général, le BSI va être remis quand même plutôt aux alentours de voilà, entre mars et juin, parfois septembre pour ceux qui souhaitent vraiment faire une remise à la rentrée. Donc, on va retrouver effectivement une approche très structurée de la mise en place de ce projet où on va venir nous placer, nous, vraiment pilote du projet, coordinateur de ce projet. Et effectivement, on a déjà fait l'expérience de positionner le référent du groupe au centre du projet et on a pu constater malheureusement que cela représentait une réelle charge de travail non anticipée et une difficulté de coordonner tous les interlocuteurs pays. Il faut vraiment avoir en tête que les pays ne vont pas du tout avoir l'habitude du projet. Ils vont avoir besoin d'un accompagnement beaucoup plus poussé. On va définir avec eux les contenus, les cadrer sur ce qui est possible ou pas.
Et le référent groupe, lui, va plutôt être là pour valider et arbitrer, et valider en amont justement le champ des possibles. Ensemble, on va définir les contenus fixes qui seront identiques pour tous, parce que parfois, voilà, on a un plan, pour exemple, un plan d'actionnariat salarié qui existe dans le groupe, qui est adapté pour tous les pays, et on va vouloir communiquer dessus. Et puis après, on va créer des contenus variables, vraiment là, pour le coup, adaptés au pays, puisque tous les pays ne vont pas avoir tous les mêmes avantages, les mêmes dispositifs. Donc c'est vraiment important, voilà, de cadrer ces éléments-là en amont, de cadrer également en amont la population qui va être concernée par la remise du document. On a pu s'apercevoir, on a pu observer que sur le périmètre international, pour le moment, on avait essentiellement une population cadre, parce que bénéficiant d'une rémunération variable un petit peu plus étoffée que des populations non cadres. Donc aujourd'hui, effectivement, on a plutôt dans nos scopes des populations cadres qui perçoivent un bonus. Et là, pour le coup, le bonus, on s'aperçoit que n'importe quel pays dans le monde, c'est vraiment un sujet qui revient toujours. Alors, tout comme pour une communication globale, on va préconiser un lancement sur un pays pilote. Ça va vraiment permettre de montrer aux autres pays, finalement, le rendu graphique et puis la disposition des contenus, ce sur quoi ils vont pouvoir avoir la main ou non. Donc, on va regarder là tout de suite dans un exemple un petit peu plus concret, donc la réalisation qu'on a pu faire. On va juste à la slide suivante si c'est possible. Donc voilà, 2 exemples de réalisation où ici, la France était le pays pilote. Ça nous a permis de construire un graphisme pour ensuite le déployer auprès des pays. Je vais prendre l'exemple de gauche. Ici, on était sur le sujet de la santé pour cette page-là. Donc pour ça, il faut se remettre en tête que le BSI donc, aborde la rémunération, l'épargne salariale, la protection sociale pardon, et les autres avantages. Là, j'ai pris un exemple qui était donc la santé pour vous montrer des distinctions culturelles, comme a pu le dire Agnès et a pu le dire Jérôme. Effectivement, on va retrouver une approche très individuelle avec la valorisation des cotisations employé-employeur, par exemple ici en France ou au Panama. Par contre, sur l'Asie, on va être plutôt sur une approche beaucoup plus collective, pas de cotisation individuelle, mais plutôt une explication d'un dispositif qui impacte finalement toute la population. On va retrouver ici sur cet exemple aussi une approche qui est un petit peu la même. Vous voyez qu'on a un tableau qui ressemble beaucoup d'un pays à l'autre. Ici, le groupe avait mis en place un socle commun de protection sociale, donc on le valorise de la même façon pour chaque pays, mais on va adapter les garanties complémentaires à ce socle, qui sont différentes par pays, et c'est pourquoi on a un tableau qui diffère quand même d'un pays à l'autre. D'ailleurs, le BSI, c'est vraiment l'outil qui permet de valoriser les pratiques d'un même groupe à travers le monde. C'est l'exemple qu'on retrouve à droite. Vous voyez qu'en haut de page, on va retrouver exactement le même schéma. Donc, on est sur un schéma de bonus qui va être le même qu'on soit ici en Allemagne ou au Brésil ou dans d'autres pays du monde. Là, par contre, va venir varier en fonction de la position du collaborateur. Il ne va pas forcément avoir voilà, les mêmes attendus en termes d'objectifs. On ne va pas être sur un 10%, sur un 30%, mais on va venir faire varier cet élément. Et puis, par contre, on va retrouver des informations complémentaires en bas de page qui, là, sont adaptées, pensées vraiment pays. Donc, en Allemagne, on était sur des budgets de restauration, de formation. Là où, finalement, au Brésil, on a privilégié la mise en avant des valeurs du groupe. Donc, on est vraiment voilà, sur des approches spécifiques par pays, mais avec quand même ce souhait d'aborder des sujets communs, notamment sur les structures de rémunération. On a pris d'autres exemples, donc on va revenir voilà, sur le sujet de la protection sociale. Là, c'est vraiment pour vous montrer l'approche différente selon les cultures des pays. On est ici sur un projet qu'on a mis en place pour une vingtaine de pays, et on s'aperçoit finalement que dans des pays plutôt occidentaux comme l'Italie, on a une approche qui est sensiblement la même que la France. On va valoriser donc la protection sociale en dehors des autres avantages. Ça va vraiment être un encart dédié, donc santé, prévoyance, retraite. On va également valoriser l'approche auprès de l'individu, les cotisations employé-employeur. Là où finalement, le sujet de la santé, en Chine par exemple, c'est un avantage qui est un petit peu noyé au milieu des autres avantages, tout comme le véhicule de fonction ou tout comme la restauration. Et surtout, on ne va pas du tout avoir la même approche. On a encore une fois une approche très collective. Ici, voilà, on est sur un site internet avec des petites vignettes qui vont se retourner pour présenter des textes qui vont être communs à tous les collaborateurs. Et pour justement cette zone géographique, qu'on soit en Chine, à Singapour ou à Hong Kong, on va retrouver finalement cette même approche. Des vignettes qui vont se retourner, des textes qui sont communs à tous les collaborateurs. Donc on voit vraiment qu'on a ce besoin quand même d'échanger avec les pays, de comprendre leur culture et surtout de pouvoir quand même leur redonner l'information du pourquoi on met en place ce projet qui est le choix de faire de l'individualisation
de la donnée. Donc cette année, par exemple, pour la FIN, on va pouvoir un petit peu pousser plus sur la donnée individuelle, sur les sujets de protection sociale. Enfin, un dernier sujet que je voulais aborder, c'est un élément qui nous a, qui est une tendance finalement qu'on a vu se dégager ces dernières années. On aborde de plus en plus des sujets finalement qui sont non monétaires au sein des BSI, des sujets de qualité de vie au travail et de RSE qui sont mis en place par l'entreprise et qui ont vraiment un intérêt pour le collaborateur et son engagement. On a vraiment constaté que cette tendance, elle est suivie sur tous les continents finalement, c'est pas uniquement, par exemple en France. Et finalement avec la crise sanitaire, on va retrouver en plus de ces sujets cette année un encart qui présente les mesures qui ont été prises par les pays, donc vraiment localement, les mesures mises en place pour accompagner les collaborateurs. Ça, on le retrouve, partout. Donc on sent bien qu'au-delà de la rémunération, finalement l'engagement, les sujets plus, globaux auprès du bien-être dans l'entreprise, semble devenir un vrai levier d'attractivité et de fidélisation pour les entreprises. Merci Audrey. Je vais conclure avant de prendre les questions. Vous l'aurez vu, on n'a pas deux expériences similaires et pas deux projets de rémunération variable à l'international qui se ressemblent chez nos clients, mais les maîtres mots, c'est quand même la cohérence et la lisibilité à l'international. Et cette lisibilité-là, c'est le soin qu'on va donner à la phase de communication, comme un vernis, un liant, qui va permettre d'adapter à chaque pays. Alors, Karine, on a des questions? Oui, tout à fait. Comment connaître les contraintes juridiques locales sans avoir un avocat en droit social spécialiste des rémunérations dans chaque pays concerné? Alors, je vais prendre la question. Donc, la question porte sur le droit social. Alors, évidemment, il est toujours préférable de connaître le contexte juridique ou de négociation. Alors, surtout dans notre vieille Europe, hein. Moi, j'ai connu l'Allemagne, la Pologne, en dehors de la France, évidemment. Mais ce contexte de négociation, il ne concerne pas tous les pays. Alors, je dirais qu'il est toujours mieux de pouvoir s'appuyer sur des experts juristes ou CNB en local. Après, mon conseil, ce serait vraiment de s'appuyer sur les relais locaux, un petit peu comme Jérôme l'a dit pour la phase de communication, que sont les interlocuteurs RH. Parfois, ils ne sont pas RH, ils sont juste financiers. Et non seulement ils vont aider à identifier les éventuelles contraintes de droit social, mais aussi les éventuels historiques par pays, les points de blocage, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous pouvez prendre en charge dans la mise en place d'une telle politique? Alors, je réponds aussi Ouais, dans la mesure où sur toute la partie définition et déploiement, on a des modalités de projet qui sont vraiment adapté aux besoins du client. Donc, on a des équipes pluridisciplinaires qui vont adresser les questions très en amont d'analyse de la stratégie de rémunération, toute la partie efficacité des systèmes de rémunération variable, le questionnement sur la finalité, les objectifs. On peut faire un accompagnement en matière on a des clients qui nous ont sollicité sur l'accompagnement au changement, avec un angle qui est plutôt culture. Et puis après, voilà, dans la mesure où on a des compétences très terrain, très opérationnelles, on est dans le déploiement très terrain sur les rédactions de règlements, la définition des critères. Alors, on le fait plus ou moins avec le client. Chez certains clients, on le fait sous forme d'atelier, de brainstorm. On anime des réflexions des groupes de travail. Et puis, évidemment, on a toute la phase de communication qu'on a décrit avec Audrey et Jérôme. On a aussi certains projets qui vont jusqu'à la partie outils SIRH. Alors, pour Jérôme, cette question. Quels sont les supports de com les plus plébiscités actuellement lors de la mise en place d'une campagne de communication globale?
Alors, les plus plébiscités, on a toujours besoin, comme je l'ai dit, d'un support de référence, que ça soit, alors ça va être beaucoup de digital. C'est vrai que notamment quand on est sur un périmètre international, on va faire beaucoup de digital, donc du PDF interactif, mais également des vidéos. Les vidéos, c'est vraiment devenu un support à part entière, qui va permettre de diffuser pas mal de messages en 2 minutes. Alors on va essayer de s'astreindre à regarder des vidéos courtes, mais en 2 ou 3 minutes, ça marche assez bien. Ça permet de diffuser, d'avoir une liberté de diffusion. En fait, ça peut être sur l'intranet, ça peut être sur des TV internes, ça peut être par mail un peu moins parce que c'est un peu lourd comme système, mais ou en introduction de réunion. Enfin voilà, on a une liberté de choix et une liberté de diffusion. Voilà, donc le PDF, le PDF plus facilement, et de la vidéo, qui sont vraiment assez plébiscités dans ce contexte. Quand Une je parle de autre vidéo, je parle de vidéo, pardon, d'animation vidéo, ce qu'on appelle du motion design, donc c'est de l'animation de texte, d'éléments graphiques. C'est pas forcément quelqu'un qui parle et qui est filmé, hein. Ça va être essentiellement ce qu'on appelle du motion design. Une autre question pour Agnès. Quel planning de déploiement pour une politique de variables à l'international? Alors, le planning va dépendre des contraintes de l'entreprise, j'ai envie de dire, parce qu'on a travaillé sur des plannings assez courts de 3 mois où il fallait finalement redéfinir l'ensemble des composants du système de rémunération variable avant le mois de septembre pour permettre finalement la phase de négociation en fin d'année et la mise en œuvre l'année suivante. On peut avoir des plans qui intègrent une phase de benchmark. On a fait des enquêtes marché sur les pratiques qualitatives, pas uniquement quanti, mais qualitatives des plans de rémunération variable à l'international dans un secteur d'activité donnée. Là, notre planning projet est resserré et les enquêtes des pratiques marché vont servir à alimenter un planning projet qui était étalé quasiment sur près de 18 mois pour pouvoir déployer le nouveau système de rémunération variable. Vous voyez, si on se projette sur 2021, ce serait début 2023, donc des horizons assez longs. Mais en général, on est quand même sur des projets qui ont lieu en moins de 6 mois. Une autre question. Quid du versement du bonus en local quand les résultats de performance sont atteints en local mais pas au global? Alors, je suppose que c'est pour moi aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe pour verser les bonus en local quand les résultats de performance sont atteints en local mais pas en global? Alors, on est dans le cas du fameux coefficient multiplicateur groupe qui vient en quelque sorte pondérer les résultats. Alors, nos amis financiers, j'espère qu'il n'y a pas trop de financiers dans l'auditoire en raffole, parce qu'effectivement, ça permet de limiter l'enveloppe de distribution des bonus. Effectivement, on est tout dans l'équilibre finalement de la performance locale et globale, et puis de s'assurer que si jamais, moi je me souviens de la Corée du Sud dans une entreprise il y a quelques années qui avait explosé tous les compteurs, il faut aussi pouvoir reconnaître la performance exceptionnelle d'un chiffre ou d'un résultat à un niveau local sans pour autant complètement verrouiller l'ensemble de cette performance-là au niveau global, parce que sinon, la pertinence du plan et son efficacité en local, elle est complètement annulée. Merci. J'ai une dernière question donc, pour Audrey, et puis après on a beaucoup de questions, donc on va les garder et répondre par email à la fin dans la journée pour les personnes qui nous ont posé des questions. Donc pour Audrey, combien de temps faut-il prévoir pour mettre en place un BSI à l'international? Travaillez-vous dans un premier temps avec des pays pilotes avant de déployer plus largement?
Alors oui, effectivement, on préconise de travailler avec un pays pilote parce que si vous n'avez jamais fait de BSI, ça permet de penser en amont, donc les textes, voilà, qui vont être fixes, les textes variables et puis le graphisme du document, de pouvoir avoir vraiment un support de référence pour après le déployer auprès des pays. Ça les guide tout de suite, sinon vous allez avoir chaque pays qui va souhaiter, voilà, pourquoi pas mettre du rouge, pourquoi pas mettre du bleu, enfin ça va devenir compliqué. Il faut vraiment penser aux documents de façon harmonisée, donc les cadrer un minimum au début. D'expérience qu'on a pu constater, c'est que si vous n'avez jamais mis en place ce projet, il faut quand même compter environ 6 mois pour le déploiement du projet, avec donc toute une première phase pays pilote, déploiement auprès des pays, échange en direct avec les pays et puis ensuite on travaille sur leurs données et sur du coup la mise en place du projet, que ce soit un PDF, que ce soit un site web, en termes de support et donc avec une phase de recettes, de relecture de tout ce qu'on aura pu déployer. Donc il faut compter environ 6 mois. Ça peut paraître assez large, mais il faut bien se laisser le temps quand même d'échanger, de pouvoir construire les documents et de pouvoir prendre le temps d'échanger, de prendre en compte les cultures de chaque pays et de ce qui a pu être mis en place en local. Bah, écoutez, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, donc on a encore quelques questions, mais malheureusement le temps imparti est fini. Donc je vous propose de conclure, Agnès, Audrey et Jérôme, et de répondre donc par email aux questions qui ont été posées dans le chat. Merci, Très bien. Merci à tous. à bientôt. Merci à tous pour votre Bonne attention et à journée. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir, bonne journée.